été entendu que ce serait plutôt une libre conversation sur des points qui avaient été évoqués ici. Depuis, j'ai essayé de mettre la chose en forme, ce qui justifie le titre que vous avez reçu, pourquoi s'intéresser aux relations de Frege et à Wittgenstein qui maintenant ont un nouvel intérêt, et le titre que je propose maintenant, quel pas de Frege à Wittgenstein. Pourquoi revenir à ce moment? Et c'est tous ces points que je voudrais expliquer. En fait, ce que je vais vous proposer est plutôt une mise au point qui a été suscitée d'une part parce qu'il m'est arrivé d'entendre ici où je me suis aperçu que on continuait un peu à vivre sur des notions qui ne sont pas fausses, mais un peu usées concernant Frege et concernant Wittgenstein. Et une notion usée devient vite obsolète et un préjugé. Donc il fallait faire cette première mise au point à partir d'évocations du nom de ces deux grands personnages, et d'autre part ma propre recherche que je me sens un peu obligée d'expliquer, non pas pour imposer un point de vue, mais pour justifier la raison pour laquelle moi-même je reviens à Frege Wittgenstein, et cela peut avoir un intérêt actuel. Aussi, je voudrais considérer d'une part les questions surgissantes engagées dans les années où Frege et Wittgenstein se sont rencontrés, c'est-à-dire avant et après la Première Guerre mondiale, contact direct avant, contact plus distancié après, et également quant à l'importance qui n'était pas thématisée, mais qui était déjà là, de ce qui était en jeu. Et le préciser, c'est exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire c'est le moment où Wittgenstein écrit « La logique doit prendre soin d'elle-même ». C'est-à-dire c'était absolument neuf. La logique, sinon, ça existait comme une espèce de rationalité idéale donnée à l'homme, qu'on devait essayer de faire surgir dans nos propres langages. C'était l'ambiguïté du logos grec qui demeurait. Logos, ce sont la capacité humaine à parler, logos, c'est la raison. Les Grecs n'ont jamais dissocié cela, et là, c'était dissocié, et non pas une logique transcendante et un bavardage humain, mais une logique qu'il fallait également prendre en responsabilité. Et c'est cette dénaturalisation de la logique qui m'intéresse. Ça devenait un fait humain comme nos autres savoirs, et immanent à ces savoirs, non pas les dominants, et néanmoins notre tâche était de la faire sortir de cette immanence à partir de savoirs qui, après tout, s'imposaient comme les meilleurs qu'on possède, en l'espèce la mathématique. Il y a eu donc, dans ces années d'avant la Première Guerre mondiale, et surtout après, dans l'entre-deux-guerres, un doute sur la rationalité et la nécessité de faire apparaître quelque chose qu'on a appelé à ce moment-là des logiques. Et sur ces questions-là, je voudrais donner un coup de projecteur à partir des relations entre Frege et Wittgenstein, sur le surgissement simultané, étant donné la conviction
que je viens de rappeler, la dissociation logos-discours et logos-rationalité, des surgissements mêlés des intérêts logiques et linguistiques. Il m'importe de montrer que cela s'est d'abord situé et joué entre Iéna, la ville de Frege, où Wittgenstein est venu lui rendre visite, Vienne et Cambridge, avec, il faut le dire, un déficit en France, tant en mathématiques qu'en philosophie. On ignorait ces questions, le surgissement d'une séparation, la séparation que je viens signaler, et je ne m'arrêterai pas, et pardonnez-moi si je fais injure à quelques-unes de vos idoles, l'inconsistance de Couturat, encore fasciné par quelques espéranto, une langue universelle quasi dépourvue de syntaxe, ou même chez le grand Peano, le recours à ce qu'il appelait un latino-ciné flexionné, c'est-à-dire un latin sans conjugaison et sans flexion, c'est-à-dire langue morte, hésitant entre un pur symbolisme et un langage qui n'est plus un langage. Bon, vous voyez, cette période était extrêmement incertaine d'elle-même. Bon. En fait, quand Peano propose ce latino cinéflexionné, disons latin sans déclinaison, et c'est encore insuffisant, il reprenait implicitement, mais pour nous aujourd'hui explicitement et dans les termes mêmes, le prestige de la koiné alexandrine, c'est-à-dire cet héritage alexandrin que nous avons reçu et que nous parlons encore dans le grammaire, il ne faut pas l'oublier, nous parlons encore d'une syntaxe qui s'est définie à Alexandrie et qui a été fixée par Apollonius d'Iscole, mais on oublie son implémentation ethnographique, anthropologique sur un certain moment. Ce n'est pas du tout pour le dévaloriser, Dieu sait tous les grands textes qui se sont écrits, et pour ce qui nous intéresse ici, les éléments d'Euclide et tous les textes scientifiques des ingénieurs et Archimède parlait cette langue-là, parlait cette langue-là. Donc ce n'est pas du tout pour la déprécier, mais faire comprendre qu'à un moment, on a eu besoin d'autre chose et on ne savait pas se désintriquer de cet héritage alexandrin. Et c'est à partir de cette tentative que s'est établi, pas explicitement, mais implicitement, le dialogue entre Frege et Wittgenstein et sa relance. Et c'est cet implicite d'une question qui a pris corps entre les deux œuvres, entre le Begriffsbrief et le Tractatus Logico-Philosophicus, que je voudrais faire apparaître, et qui nous intéresse ici, à un moment où explosent nos langages. Je viendrai en fin de présentation ce que j'appelle cette explosion de nos langages aujourd'hui, et pas de nos langues, nos idiomes. Les idiomes, on sait les intertraduire, on sait les accommoder, mais vraiment des langages qui ont des syntaxes absolument différentes, donc qui implémentent, ils sont capables de recevoir et de développer des rationalités diverses, mais appelées par les fonctions qu'ils doivent remplir. Vous voyez, c'est un moment extrêmement important. Moi-même, j'ai pris du temps à me fixer, à le comprendre, et c'est cela que nous vivons encore, d'où nous vivons même aujourd'hui gravement les conséquences avec le développement de l'informatique, sur lequel je voudrais revenir, et qui me semble pouvoir intéresser un séminaire où on essaie de comprendre pourquoi Grothendieck, qui était
un praticien le plus sophistiqué, le plus intelligent, le plus au jour de la mathématique contemporaine, a dit un jour, c'est lui, et si je parlais autrement? Et s'il y avait une autre manière de parler de l'existence? Enfin, c'est un peu comme ça que je, peut-être abusivement, enfin, que je comprends l'explosion de colère, mais jamais il n'a tant écrit. Ça frôle même la graphomanie, il faut le dire, chez un esprit qui était formé aux mathématiques les plus sophistiquées, je dis, et par quoi je veux dire intelligente. Il avait poussé l'intelligible numérique au-delà de Weil et au-delà de Serres, qui est une référence suffisante, au moins dans leur courrier, et un jour a refusé son gage. Bon, tout de même, entrons. Vous voyez qu'à partir de ce préambule, le linguistique turn, qui nous est venu d'Austin, puis des Américains après-guerre, n'est, je sais si c'est important, mais n'est qu'une conséquence tardive et souvent mal comprise de ces interrogations d'entre-deux-guerres que par ailleurs, je ne peux pas, je ne le ferai pas ici, mais je ne peux pas totalement désolidariser des inquiétudes qui habitaient le monde occidental. C'est pas nouveau, ces interrogations, c'est pas celle d'aujourd'hui, même si enfin elles deviennent conscientes et sous une forme trop dramatique. Mais ça a germé, à mon avis, au tournant du 19e, 20e siècle, a habité la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est autre chose. Pour sortir un petit peu de ces abstractions et entrer véritablement dans une histoire de la logique avec ces deux répondants de taille, Frege et Wittgenstein, je rappellerai une citation de Condillac que j'ai utilisée dès mes premiers travaux, donc ce qui m'y renverra. Condillac disait, de mémoire de Rose, de mémoire de Rose, les jardiniers sont immortels, parce qu'une rose n'a jamais vu mourir un jardinier. Non. Eh bien, je dirais, jusqu'à cette période que je considère, de mémoire de civilisation alexandrine que nous vivons encore, que nous vivions encore surtout, on n'avait jamais vu changer une logique. Il n'était pas possible d'avoir une autre logique que la logique aristotélicienne. D'ailleurs, ne sachant pas qu'on parlait beaucoup plus cette logique alexandrine propositionnelle stoïcienne, celle de l'inférence si alors qu'une logique d'Aristote. Mais ça, ce sont d'autres raisons. Il faudrait entrer dans l'histoire de la scolastique. Mais il est temps de secouer le pommier et le ponton. Bon, alors, je dirais quand même, après avoir quelque peu défloré le prestige de Couturat, qu'en France, quand même, deux personnages ont été conscients de cela. Deux amis, d'ailleurs, Cavaillès et Herbrandt, et que Herbrandt citait de mémoire, récité de mémoire, Mallarmé, l'après-midi d'une faune, et ce qui reporte mon attention, les premiers doutes sur le fait qu'on puisse faire porter par notre langue toute la rationalité, c'est-à-dire ambiguïté logos, c'est dans Mallarmé qu'on la trouve
dans l'écriture syntaxique décomposée, et qu'on peut lire de différentes manières, un coup de dé. Ceci pour rendre hommage à quelques bons esprits. Alors, le second point qui m'importe serait de comprendre comment les questions sous-jacentes à Fleur, et c'est plutôt par modestie que je vais vous dire comment j'en suis venu là. Il se trouve que à l'âge où, sortant de l'application, c'est pas ça qu'on ne sait rien, et on s'engage dans des travaux de thèse, j'ai pris en même temps deux chemins. D'un côté, m'intéresser aux logiques grecques, parce que c'était à côté de mes études de philosophie, j'avais fait des études de grec, et après tout, c'était la voie qui m'intéressait le plus, hein, lire les Grecs et travailler sur les Grecs, et en même temps, intéressé par ma lecture de Cavaillès, tout à fait personnelle, aux mathématiques contemporaines. Mon Dieu, j'en ai appris ce que j'ai pu apprendre. Par Cavaillès, je me suis intéressé à la logique qui accompagnait ce devenir de la logique mathématique contemporaine. Et puisque Frege était totalement ignoré en France, je me suis mis à lire et à traduire Frege. La conclusion de ceci a été la production. À l'époque, on passait deux thèses, une thèse secondaire et une thèse principale. Ma thèse secondaire était sur Frege, ma thèse principale était sur les Grecs, et la conclusion était jamais vous ne les ferez coïncider contre la Vulgate. Tout le monde disait que la logique contemporaine était la suite de la logique grecque, et on retraduisait en syllogistique autant qu'on pouvait, avec naturellement quelques coups de pouce, quelques formules élémentaires monadiques de la théorie de la quantification, qui à mon avis est un peu une imposture, mais c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'enseigner la logique. Contre les grands, hein, histoire de la logique de Brodsky, histoire de la logique de Lukasiewicz, j'ai conclu ma thèse, ou plutôt j'ai publié les textes, les parties principales que je croyais principales de cette thèse, en écrivant ces deux langages ne se marieront jamais plus que l'huile et l'eau. On peut agiter, pendant un certain moment ça marche, mais la seconde d'après, ça se sépare. Bon, il me semble que l'histoire et les limites de la philosophie analytique le prouvent. La philosophie analytique a été cette épreuve, d'abord dans sa formule russellienne, puis, mais Russell a très vite compris que ça ne marchait pas, et ensuite dans Ryle ou quelques grands représentants anglais qui ont fait Searle, etc., ou américains qui ont fait l'épreuve et se sont aperçus avec le temps, donc assez honnêtement, qu'une version exacte de la philosophie analytique telle qu'envisagée par Russell ne fonctionnait pas, et Russell a été le premier à le dire à son honneur. Si on comprend bien ce texte extrêmement difficile, On Denoting, de 1905, que les indicateurs autopersonnels, autoréférentiels, c'est-à-dire les verbes et les déictiques et les pronoms personnels, ne se laissaient pas traduire dans un formulaire, formulaire phrygien auquel il avait rendu hommage.
Donc, à partir de là, se pose la question comment Frege a-t-il ouvert un certain nombre de questions qu'il n'a pas maîtrisées. Hein. Il en a maîtrisé quelques-unes admirablement, et il n'a pas maîtrisé d'abord sous la forme de l'antinomie, et ensuite dans son dialogue avec Wittgenstein, qui a l'avantage d'exister, hein, et où on voit deux grands esprits travailler sur une question qu'ils font eux-mêmes surgir, dont ils ne maîtrisent pas les termes, hein, et qui apparaît maintenant pour nous. Hein. Alors, je dirais d'une manière simple, c'est-à-dire le rapport entre les langues que nous parlons, discursus, logos, hein, qui sont des langues articulées, et sur lesquelles les logiques qui ont été implantées s'investissent sur les articulations naturelles, hein, et ces logiques mises en avant par les mathématiques, immanentes aux mathématiques, et qui récusent déjà les articulations des langues naturelles, ce qui est beaucoup. Hein, ce qui est beaucoup si on pense à une rationalité qui est liée à ses preuves, qui est liée à l'exactitude de son écriture, hein, et qui est liée au paradigme qu'elle produit et aux axiomatiques qui les explicitent. Voilà. Bon. Voilà l'origine de ce travail. Bien, alors, bon, je pourrais revenir sur ce passé alexandrin, mais je vois que le temps tourne, et j'en viens maintenant à présenter Frege, parce que Frege n'a pas la notoriété de Wittgenstein, je veux dire une notoriété servie par d'excellents introducteurs. Hein. Wittgenstein a l'avantage de cette magnifique biographie également pertinente quant à son œuvre produite par Monk. Il n'y a pas la même chose sur Frege, et on vit après tout sur un Frege très russelien. Russelien en ce sens que Russell lui a un magnifique hommage, disant il n'y a pas de plus bel exemple d'une grandeur intellectuelle, de quelqu'un qui a accompli les 2 volumes des Grundgesetze des arithmétiques, reconnaît à la dernière page que tout s'effondre et que c'est faux. Et que c'est faux. Bon, on en est resté là. D'abord, Frege a continué à travailler après, et la question s'est réouverte pour moi de différentes manières. Et ces faits, ces manières, je vais très brièvement les énumérer. Lorsque j'étais moi-même en train de travailler, je voulais aller au-delà de la traduction, comprendre les problèmes qui étaient derrière, c'est-à-dire lire la Begriffsschrift en même temps que je traduisais les Grundlagen et dit écrit philosophique de Frege, hein, continuant des études de mathématiques et allant 2 fois, donc presque une année entière, à Cambridge, États-Unis. Hein. Là, la première chose qui m'a frappé, c'est un livre. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? C'est peut-être dans ce sens-là. Non, ça devrait marcher. Voilà, c'est ça. Voilà. Un livre
Là, c'est la deuxième édition que j'ai prise aujourd'hui sur ordinateur, mais réédition exacte, je crois que la première édition a été de 1960. Hein, et quand je suis allé là-bas, c'était la Bible. Hein, From Frege to Gödel, où Frege était, alors qu'en France, on ricanait encore sur l'antinomie, hein, soit, c'est drôle. Moi, je ne trouve pas ça très drôle, enfin, ça veut rien. Sourcebook to Mathematical Logic. C'est-à-dire, Frege était authentifié comme le véritable inventeur, le texte pionnier de la logique mathématique avec l'invention de la quantification. Ça m'a fait beaucoup travailler et c'était pas facile et quand même fort intéressant. Bon. Donc il y avait ça. Et est-ce juste? Bien oui. Si vous voulez, j'ai lu également le texte de Gödel dans la collection Schlipp d'hommage à Russell. Et quand il parle de la logique de Russell, entre parenthèses, dit-il quand même la logique de Frege. C'était autrement délié, précis, pertinent. Hein. Il y a cet hommage de Gödel rendu à Frege. Hein. On pourrait trouver dans les principaux théorèmes de Gödel, hein, je ne vais pas très loin, je m'en tiens au grand théorème des années 30, en effet, on voit dans la syntaxe qu'utilise Gödel une pertinence, enfin, une précision qui est égale à celle de, bien sûr, placée autrement, mais de la qualité des syntaxes frégéennes. Hein. Et puis, d'autre part, je me suis intéressé des conditions dans lesquelles Frege a travaillé. Frege était un jeune mathématicien brillant de Jena et la fondation, disons l'entreprise Zeiss, la grande entreprise d'optique, cherchait de jeunes mathématiciens brillants et a envoyé Frege, qui était d'origine extrêmement modeste, écrire ses thèses à Göttingen, la meilleure école mathématique du moment. Bon. Dans la foulée de Gauss, hein, et au plus grand moment de prestige de Dedekind. Bon. Là, Frege est resté 3 ans, je crois, à Göttingen, hein, a écrit ses thèses comme un hommage à peu près comme un hommage à Gauss, hein, hommage à Gauss, et les textes que j'ai traduits, par exemple Krummanen der Arithmétique, sont écrits sur l'acquis de Dedekind, avec au passage un hommage à Cantor. Donc, vous voyez, il était totalement dans à Göttingen la mouvance de l'influence de l'arithmétique de Gauss pour Dedekind et Cantor. Autre point qui m'a intéressé depuis je me suis... Mais bien sûr, il s'agit de Gauss Princeps Arithmeticorum, ce que personne ne contestera, mais actuellement, on s'est beaucoup intéressé au Gauss, en même temps directeur de l'observatoire de Göttingen, et très intéressé au développement de l'industrie
allemande, hein, et l'a portée à un niveau d'excellence, comme elle le fut d'ailleurs, hein, comme qu'elle l'a atteint d'ailleurs. Et je voudrais, c'est de ce côté-là, oui, voilà, bon, je reviendrai, oui, puisque j'ai commencé à parler de Gauss, alors à partir de maintenant, je vais plutôt vous lire le texte. Bon, dans une récente étude de Gauss par José Ferreros, Gauss est l'arrière-plan mathématique de la standardisation. Hein. Gauss a beaucoup joué pour l'établissement de normes, de standards, d'une sorte de régulation de toutes les mesures, et en particulier, notre but est d'explorer les liens entre la standardisation, l'esprit de quantifying, c'est pas au sens de Frege, c'est au sens de numériser, enfin, donner, associer. C'est intéressant parce que il est impliqué que pour pouvoir numériser les choses physiques, il faut trouver des dimensions. Et la standardisation permet d'avoir des échelles de mesure qui impliquent les bonnes dimensions et les bonnes mesures. Alors, l'esprit, disons, de numérisation est la discipline mathématique. Et pour faire cela, on considère le travail de Gauss, qui est connu comme un pur mathématicien, mais professionnellement un astronome et quelqu'un qui est profondément engagé avec toutes les méthodes de mesure et de précision. Il a contribué à la correction mathématique des datas, disons, des datas. Tiens, et qu'est-ce qu'on fait actuellement, hein? Bon. Voilà, on est déjà dans cette affaire de data avec la méthode des moindres carrés. Pour des observations, et vous voyez, ça se resserre, de haute précision dans son travail géodésique, l'introduction de mesures absolues dans ses collaborations, etc. Ultimement, la question est dans quelle mesure une telle précision et activité de standardisation peut être enracinée dans la manière mathématique de penser. Les mathématiques dans notre tradition a toujours été considérée comme sous un aspect profondément contemplatif, théorie, mais c'est un fait que les mathématiques ont toujours eu un aspect non éliminable de technique. Et vous voyez qu'il a été fait allusion aux activités géodésiques et aux activités de directeur de l'observatoire. Voilà qui a intéressé beaucoup de Zeiss. La compagnie, la plus haute entreprise d'optique, qu'il est encore. Maintenant, c'est une entreprise internationale et qui s'intéresse aux faits d'informatique. Vous voyez, c'est un de mes étudiants allemands qui m'a fait savoir ces derniers intérêts. Donc, vous voyez que tout d'un coup, ce n'est pas une logique comme ça qui serait sortie d'un pur souci scolastique vieillot, pas intéressant, radoteur, hein, mais vous voyez, en plein au milieu des activités industrielles de l'Allemagne, tout juste après l'Empire. Si je me souviens bien, en même temps, Gauss avait gardé une ambition extraordinaire qui était de savoir si l'espace était vraiment euclidien. Oui, ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Ça, il n'était peut-être pas intéressé par ce côté-là. Oh, excusez-moi.
alors c'est l'imprévu. Hein. Vous interrompre un tout petit peu. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire standardisation? Qu'est-ce que vous entendez par standardisation? Ce qu'il entend lui, hein, c'est-à-dire la standardisation non seulement des dimensions, mais des méthodes de mesure. Hein. C'est-à-dire qu'on s'entende enfin sur si vous voulez, c'est le point de frottement entre la physique et la mathématique. Il faut savoir comment mesurer. Oui. Comment mesurer. Bon. Il y a un texte amusant de Victor Hugo où il raconte, là c'est avant, hein, où il raconte que personne n'était capable de mesurer. Ce qu'on mesurait à Lyon n'avait rien à voir avec ce qu'on mesurait à Paris, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on mesurait à Marseille. Oui. Parce que tout le monde avait des unités différentes. Des unités différentes et puis aussi bon. Donc si vous bon en plus quand dans les années où Frege est envoyé à Jena 73-74 hein, et quand il écrit la Begriffsschrift 1879 eh bien, c'est le début de l'Empire allemand. J'ajoute un dernier point à propos de l'optique. Il y avait une vieille rivalité entre la France et l'Allemagne. L'optique française était extrêmement efficace à tous égards dans les jumelles et dans les phares. Hein. Et dans, je n'insiste pas. Si vous regardez, tout simplement, si vous regardez, on a toujours le souvenir des campagnes napoléoniennes, souvenir qu'il faut effacer. Et quand vous regardez la grande majorité des tableaux représentant Bonaparte, Napoléon et ses maréchaux, c'est avec une paire de jumelles. Une paire de jumelles. Parce que le choix des bons terrains de bataille tenait à ce qu'ils avaient une vue du terrain et dominaient la situation d'une manière que les autres. Alors, il fallait quand même rappeler cet arrière-plan. Pour les phares, il faut dire que les lentilles qu'on met dans les phares ont été inventées par Fresnel, qui est le grand aussi, le grand inventeur, enfin le grand découp, je ne sais pas comment dire, le grand développeur de l'optique ondulatoire. Absolument. Et dont par ailleurs le papa était l'intendant d'un des ancêtres de Broglie. Ah, très bien. Alors je ne voulais pas trop parler de Fresnel, j'ajoute autre chose. Enfin, je veux dire, non, c'est que il utilise dans ses preuves, je ne sais pas comment, hein, les nombres imaginaires et donc référence à Gauss. Fresnel mais Gauss travaille dans le même domaine. Vous voyez, c'est ce milieu que je voulais très rapidement rappeler. Enfin, chose étonnante, quand Frege est revenu à Jena, merveilleux géomètre, mais en même temps écrit la Begriffsschrift, au bout de quelques années, se crée en annexe de l'entreprise Zeiss la fondation Zeiss, et immédiatement la fondation Zeiss lui donne un poste, disons de chercheur, on dirait maintenant un poste de chercheur, et le libère de son enseignement. Alors, tout d'un coup, les questions se posent, mais comment quelqu'un que l'on ridiculise comme un logicien qui s'est pris les pieds dans une contradiction, était pris par la fondation, payé toute sa vie par la fondation Zeiss, curieux, n'est-ce pas? Que Goethe lui rend hommage et qu'on y voit le premier
méritant le titre de logique mathématique. Donc ça amène à relire les textes autrement. Et puis, dernier point sur lequel je voulais brièvement mettre l'accent, comment se fait-il que, travaillant seul dans un grenier de la Fondation Zeiss, il est reçu la visite de tous les meilleurs esprits de l'Allemagne. Non seulement en correspondance avec Russell, que vous savez, c'est la partie la plus connue, mais viennent lui rendre visite. Il a de rares étudiants, mais là des étudiants, non moins que Scholem, qui écrit à son ami Walter Benjamin, il n'y a rien en philosophie en Allemagne en ce moment, sinon Frege. La peine d'y voir. Qu'il ait eu pour étudiant, pas du tout question de prendre parti pour ou contre, enfin, ils ont même un bon esprit, Karma, et comme pas étudiant, mais visiteur Wittgenstein, et que ce soit lui qui ait envoyé Wittgenstein à Russell. Wittgenstein avait entendu parler de lui a rendu visite à Jena, et à ce moment-là, il était étudiant ingénieur à Manchester dans l'aéronautique, et on dit qu'il a produit un des premiers moteurs à réaction à Manchester, avant de rencontrer Frege et de décider de s'intéresser à la mathématique qui était derrière sa propre technique. Voilà, alors tout cela nous amène à dire, alors, non pas Frege, l'homme de ce philosophe, Dieudonné a des mots extrêmement durs. Ce philosophe, logicien, non, c'était un mathématicien, Frege, et un mathématicien extrêmement estimé de ses pairs. Je ne dis pas rien, c'est comme ça. Dieudonné n'a sans doute jamais rien ouvert et se tient au fait que un docteur en mathématiques, du moment qu'il était docteur, portait quelque part dans sa qualification le mot en philosophie. La philosophie est encore supposée être la première des sciences, donc tous les doctorats en dépendaient. Ça peut tout dire. Voilà. Et puis, dernier point, Jena. Jena était d'abord juste à côté de Weimar, comme vous le savez sans doute, et un pays, une ville, enfin, la première faculté d'Allemagne, disons dans le domaine des lettres à ce moment-là, héritière des efforts de Hegel pour sortir du kantisme, et pourtant par où sont passés les plus grands noms dans disons le siècle qui sépare Kant et ce moment, Frege, Wittgenstein, que je considère. Et avec le développement de la fondation Zeiss, Frege a amené à faire des conférences au grand public, et le but de cette fondation, comme de l'industrie allemande, était en quelque sorte domestiquer les termes savants ou techniques, produire une conceptualité qui fasse passer les notions les plus abscondes de l'industrie naissante dans
des mots et des notions, des concepts qui puissent être parlés par le grand public cultivé. D'où tout l'effort de Frege, qui lui a peut-être coûté cher, de mettre en rapport la langue mathématique et la langue que tout le monde parlait, en établissant, et à mon avis, c'est l'origine de la contradiction, mais je ne peux pas en dire plus ici, et ça reste à démontrer, à expliciter, l'identification entre concept et fonction. Mais c'était un enjeu puissant à ce moment-là. C'est-à-dire rétablir dans la modernité allemande et dans la mathématique développée à Göttingen et dans la série Gauss, Dedekind, Cantor, le logos des Grecs. Alors maintenant, j'en viens très rapidement à la présentation de la Begriffsschrift, des intentions de la Begriffsschrift. Merci. Donc, bon, oui, alors un mot sur le logicisme au passage. En fait, Frege s'est toujours refusé à parler de logique jusque dans ces dernières années. S'il a écrit Begriffsschrift, justement, c'est pour ne pas écrire logique. Et le logicisme a une autre généalogie. D'abord, déjà, dans le journal de Gauss, j'ai trouvé non, c'est dans sa correspondance, pardon. Dans sa correspondance, une lettre que j'ai citée ailleurs, où il dit mais l'arithmétique n'est pas du tout comme la géométrie, elle est beaucoup plus proche, beaucoup plus proche de la raison pure. Il n'emploie pas l'expression raison pure, mais de la pensée sans recours à l'intuition. Bon. Il y avait donc cette réflexion-là. Et puis, à Göttingen, le développement d'une mathématique conceptuelle qui s'est appuyé sur un développement de l'arithmétique qui n'était pas intrinsèquement lié, mais après tout, il semblait que l'arithmétique servait mieux ce propos d'une mathématique conceptuelle. C'est pour ça que je tiens à vous citer Dedekind. Ce sont des extraits de continuité nombre irrationnel et de l'un antérieur au travail de Frege de la Gandera arithmétique, mais il le cite, et l'autre postérieur. Et il faut reconnaître que des notions comme chaîne, coupure sont plus des notions que des évidences géométriques. Donc, je ne vais pas m'attarder à lire ces textes, vous avez pu les voir. J'en cite un par exemple, et c'est seulement au travers du processus purement logique de construire la science des nombres et ainsi d'acquérir le domaine du nombre continu que nous sommes en mesure de préparer à revoir, réinvestir nos notions d'espace et de temps. Bon, tout est dit là, je n'avance pas plus loin. Je passe.
Et j'en viens très, très rapidement, mais à le travail de Frege, proprement dit, la Begriffsschrift. Et parmi les intérêts contemporains sur Frege, je pourrais vous citer le travail de Marco Panza, qui a récemment donné un exposé, on peut le consulter sur Internet, hein, qui reprend même la construction, un projet impliqué dans les Grundgesetze der Arithmétique, qui ne marche pas pour les nombres dits naturels, mais marche pour les irrationnels. Voilà. Bon. J'en viens maintenant à quelques... alors, c'est ici. C'est ça. Non, ah, c'est ça. Pourquoi? Non, c'est parti à l'envers. Non, j'étais dans le bon sens. Ah, ben oui. Voilà. Bon, Begriffsschrift. Hein. Alors, j'ai tout de suite insisté sur le fait que le titre Formelsprache n'est pas du tout formal. Les gens se sont trompés entre les deux, par formalisme, pas du tout. C'est un langage par formule. Langage par formule. La nouvelle unité n'étant pas la proposition, mais l'équation. L'équation d'addition de plus 2 égale 4. Voilà. C'est le modèle que Frege a en tête. Et l'ambition est forte, c'est-à-dire qu'est-ce que va être l'écriture conceptuelle? L'écriture conceptuelle, ce sera un langage par formule de la pensée pure, arithmetischen Nachgebildete, conçu sur le modèle de l'arithmétique. Bon, maintenant, dirais je crois autrement, faire jaillir de l'écriture effective des mathématiciens sa logique immanente. Bon, mais Frege Allemagne 1879, Iéna, sortir du kantisme. Vous voyez que Deichmann-Denken, c'est se mettre dans la visée de la critique de la raison pure et faire autre chose. C'est évident, vous voyez le climat. Et naturellement, l'ambition et peut-être le leur, c'est bien sûr la pensée pure. Étant donné que cette pensée pure, on ne la trouvera que immanente à ce langage qu'on va faire jaillir, sourdre, hors de la pratique arithmétique. Alors, voilà le point. Vraiment, là, je vais aller à grands pas, parce que maintenant, la chose est quand même un peu connue. Vous voyez que ce sur quoi il écrit, ce sont des schémas d'implication. Il faut lire, par exemple, je prends ici, si c'est alors A, et ce schéma d'application, ici, après cette page, montre les substitutions qui vont être faites sur un schème et comment elles seront insérées à l'intérieur de formules déjà démontrées. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est le principe du numérotage des formules et le principe de l'écriture de chaque formule, non pas sous une forme syntaxique si A alors B, mais sous la forme d'un schéma de circuit. C'est un graphisme qui abandonne la linéarité discursive et qui n'est pas
qui définit son propre espace. C'est-à-dire, ce n'est pas cette écriture, elle ne construit pas un espace euclidien, elle constitue un espace graphique propre. Deuxième remarque, Frege dit, il a tout écrit à la main, hein. C'est un mystère. Deuxième chose, Frege dit avoir produit un premier manuscrit dans lequel sa présentation était celle des arbres aristotéliciens, des arbres catégoriaux tout à fait classiques, et qu'il a jeté ce schéma pour cette forme d'écriture. Alors, c'est ce schéma-là qu'il va enrichir pour introduire la quantification, ce qu'on appelle aujourd'hui la quantification, mais qu'il appelait la généralité, Allgemeinheit, où vous voyez comment se composent ces formules, le signe d'assertion, des implications et l'encoche marquant avec des lettres syntaxiques gothiques la quantification. C'est par ce biais qu'il introduit les règles de la quantification que vous connaissez, que l'on pratique actuellement, et qu'il appelle règles de transformation, et avec cette singularité, disant je ne peux pas les énoncer, je ne peux que les montrer. Elles sont immanentes. Et comme ces règles de transformation, c'est-à-dire, étant donné une formule, voilà ce que je peux écrire ensuite, hein, ces règles de transformation sont pour lui les règles de la pensée. C'est-à-dire, ceux que j'utilise et que je ne peux pas thématiser. Alors, ce qui peut se comprendre, d'une part, on peut l'interpréter, quelle illusion, hein, encore une fois, hypostasier métaphysiquement les règles de la pensée, et d'autre part, quelle intuition, quelle honnêteté intellectuelle, hein, faire jaillir la pratique des règles de la pensée telle qu'elle se produit dans ma réécriture de l'arithmétique. Vous voyez le travail, ce changement effectif, mais qui est encore pensé en termes un peu transcendantaux, la pensée pure. Alors que son travail est beaucoup plus précis, immanent. Et c'est cela qui va être plus tard, qui va être lu par Gödel et qui va être repris par Van Eisenhower dans le volume que j'ai signalé, Von Frege to Gödel, Sourcebook for Mathematical Logic. Et c'est ça qui m'intéresse, un travail fabuleusement intelligent, précis, et d'autre part le fait qu'il le dit lui-même, je montre ce que je ne sais pas dire. L'immanence des règles. Bon, alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans Frege, sinon peut-être dans le titre de sa présentation, après avoir dit qu'il renonçait aux articulations de la langue naturelle, qu'il renonçait aux modalités de possible et nécessaire. Une écriture mathématique est ce qu'elle est. Pour nous qui la lisons, si on suit d'un pas à un autre, c'est nécessaire, mais en elle, elle n'a pas la nécessité de la chute des corps. C'est juste, je vais très simplement au titre Darstellung und Ableitung einiger Urteile, et j'ai volontairement pris la version allemande, hein,
pour insister sur le mot Darstellung. Le mot Darstellung est un terme neuf dans la langue allemande, je peux dire son emploi. Il apparaît, autant que je m'y suis intéressée, dans les derniers écrits de Kant, en particulier dans la première introduction non publiée à la critique du jugement. Habituellement, le terme kantien, c'est Vorstellung. C'est-à-dire, je mets sous les yeux, je représente Vorstellung. Darstellung, c'est la... Il faut que je m'y prenne à deux fois pour produire cette écriture. Il y a l'idée d'une construction, il y a l'idée d'une économie artistique dans cet acte. Disons, c'est ce que je suggérais avec le mot de Wittgenstein, la logique doit s'occuper d'elle-même. Pour Kant, dans la critique de la raison pure, non, la logique, il faut simplement la mettre sous les yeux, la représenter, mais je n'ai pas à l'inventer, je n'ai pas à la fabriquer, je n'ai pas à la constituer. Darstellung, c'est... d'ailleurs, Walter Benjamin a consacré son introduction au drame baroque allemand, peut-être les 50 pages les plus difficiles de Benjamin à lire, sur la notion de Darstellung, c'est-à-dire prendre en charge la représentation. Et dans les... Alors, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je veux quand même dire quelques mots sur Wittgenstein. On est là pour ça. Dans les derniers écrits de Frege, un dernier fragment d'une recherche logique concernant la quantification, la généralité, Frege se pose la question et dit, mais qu'est-ce que c'est que ma Begriffsschrift? Ça devrait être simplement un moyen, Mittelsprache, un moyen d'exposition, donc dont le but est d'atteindre à la totale transparence, bien représentée, et en fait, cette Hilfesprache à lui-même sa Darstellung. Et Frege est décédé, c'est des fragments de 1924, il est mort en 1925, ça finit par déconcilier, il n'a jamais achevé. On voit qu'il s'est posé la question sur quel était cette Begriffsschrift. Est-ce que c'était un langage enfin transparent, absolu, ou au contraire, quelque chose qui avait ses dimensions? Et je pense que c'est quand même à partir de là que Gödel a montré la complétude et le caractère sain de la quantification en tant que telle. Donc, le contenu de la Begriffsschrift, la Begriffsschrift, tout le monde sans antinomie, et que vouloir lui faire porter toute l'arithmétique, c'est vouloir mettre un éléphant dans un sac à main. Comment vous allez traduire le chapitre 2 là, le titre? Comment vous le traduirez en français? Comment je le traduirais? Déduction. Darstellung. Oui, Darstellung. Présentation. Oui, représentation. Présentation. D'habitude, on traduit présentation. Présentation. Darstellung, pardon. Darstellung. Oui. Mais il faut savoir que ça s'oppose à Vorstellung. Vorstellung, c'est une représentation naturelle, et Darstellung. Est-ce que vous pouvez traduire la suite? Oui, déduction. Et déduction, oui, pardon, de quelques jugements de la pensée pure. Pardon.
contemporaine, c'est pur. Critique de Reinhold Meinhof. Bon, alors, vous voyez le contexte dans lequel je fais apparaître dans Frege les véritables questions qu'il a, enfin les questions qui nous intéressent aujourd'hui, qu'il a affichées et qu'il n'a pas thématisées. C'est ça, donc la puissance qui fait que, qui explique que, bien que connu pour son antinomie, Iéna, enfin, il a reçu les meilleurs esprits de l'Europe. Hein, et le jugement de Scholem et de Benjamin sont quand même assez intéressants. Bon, alors maintenant, bon, non, ben, je passe. Oui, je reviendrai. Bon. Je vais maintenant dire quelques mots de Wittgenstein. Je n'ai pas pris la peine de reproduire l'hommage à Frege qui est contenu dans la préface du Tractatus que vous connaissez tous. Hein. Il remercie son ami Russell et, je le dis en allemand, Großartiges Frege, le Großartig, hein, c'est le... Généreux. Pardon. Généreux. Généreux, oui. Généreux et avec en même temps un élément d'admiration. Oui, non, c'est vraiment généreux. C'est vraiment généreux. Oui, c'est vraiment généreux. Peut-être qu'il admirait. Oui, bon, très bien. Et plutôt que de revenir sur la manière dont Wittgenstein est connu par Monk, que vous avez tous sous la main, je signale ce livre de Cora Diamond, The Realistic Spirit, hein, l'esprit réaliste, presque l'esprit pragmatique de Wittgenstein. Et on voit comment, ce que je vais suivre maintenant, c'est la manière dont Wittgenstein suit à la trace Frege et le poursuit sur ce qu'il y avait de réalisme dans lui, c'est-à-dire une écriture syntaxique très précise, et pose véritablement les questions nouvelles, hein, qu'il a préparées déjà dans le Tractatus logique doit s'occuper d'elle-même, et également dans, je tire de tous ces manuscrits qui ont occupé le temps entre le Tractatus et son retour à Cambridge et la publication posthume des investigations philosophiques en 52, mais achetée en 45, remise à Wissenskon en 45, où dans ce moment, un des textes qu'on appelle grammaire philosophique, il dit une grammaire, c'est ce qui donne des dimensions suffisantes. Alors, qu'est-ce que ces dimensions et pourquoi suffisantes et pas nécessaires? C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il ne lui donne plus son sens de canon, de paradigme imposé, peut-être social, mais ce qui suffit à quoi? Et c'est maintenant qu'il va développer dans les investigations philosophiques des fonctions du langage complémentaires de ce qui avait été développé dans la logique mathématique, c'est-à-dire la communication, les jeux de langage, l'information, et réhabiliter un usage des langues naturelles par ce qu'il y a en elles de ressources immanentes. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'explose la diversité des langages
qui était tassé dans notre héritage grec, où il fallait qu'un langage, s'il avait sa raison d'être, reproduise une ontologie suivant une rationalité uniforme et a priori. Bon. Donc je vais aller très rapidement ici sur ce point parce que je voudrais qu'il y ait le temps un peu de discussion. Donc, et je passe quelques diapos. Oui. Alors ici je vous ai mis en la première page du Tractatus Logico-Philosophicus. Je l'ai mis en allemand parce que ce n'est pas du tout sur ce contenu que je vais m'intéresser, mais sur la numérotation alphanumérique, que vous connaissez bien. Bon, très bien. C'est-à-dire qui est potentiellement infini, et d'autre part, qui introduit des zéros dans la version qu'en donne Wittgenstein. Il commence. Les nombres décimaux des propositions singulières signalent le poids logique des propositions, la trace, hein, qui repose dans la présentation d'Archelon. Tous les termes sont là. Les propositions numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. sont, N1, N2, N3 sont des commentaires, des remarques qui sont ajoutées à la proposition N. Les propositions N, N1, N2, etc. sont des remarques ajoutées à NN et ainsi de suite. Donc, il y a des propositions fondamentales et puis des commentaires qui leur sont ajoutés, donc avec une possibilité infinie et des zéros, c'est-à-dire là je peux rien dire. Et un peu plus loin dans le Tractatus, proposition 4, autour de commentaires de la proposition 4, il y a 4, 0, 0, donc deux trous blancs, il s'agit du langage humain, et en remarque, Wittgenstein ajoute le langage humain à la complexité d'un organisme est tellement compliqué on est pris dedans et je n'en peux rien dire. Donc, les deux conséquences que je tire de cela sans entrer dans tout le travail du Tractatus, c'est d'une part la substitution à la substitution que Frege avait apportée à la distribution en arbre, par ce graphisme que j'ai signalé, de cette substitution alphanumérique qui en infinitise les possibilités. Alors, on connaissait l'ordre orthographique, mais l'ordre orthographique est lié à les 26 lettres de l'alphabet. Là, on a une ouverture infinie. Simultanément apparaît combien le programme d'une Darstellung est ouvert, neuf, et mesure notre ignorance par l'intersection des zéros. C'est vrai qu'ici, c'est intéressant de voir qu'il y a 2,01, ça j'avais déjà. Il y a 2,01 et il y a un point. Pourquoi est-ce qu'il y a 2,01? Ça, c'est pas évident. Si vous regardez à la proposition 4, vous verrez 0,0, le langage humain, je sais rien. Bon. Ça, c'est un des points du Tractatus. Un autre point du Tractatus est que, d'une certaine manière,
il est adressé à Russell. Donc, si tu veux faire une analyse, voilà ce que c'est. Et vous savez qu'un peu plus loin dans le Tractatus, Wittgenstein introduit l'essentiel du calcul propositionnel et la matrice de validation, et que Russell lui a reconnu, hein, et que la conclusion, on ne peut pas dire grand-chose, cela, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas dire, qui est l'essentiel pour Wittgenstein, il faut le taire. Une réduction du projet analytique de Russell à ce calcul propositionnel, et vous savez que Russell a très bien compris, puisque après il y a cette tentative d'atomisme logique et le renoncement de Russell à toute œuvre logico-mathématique. Hein. Voilà ce que vous voyez le point. Et il a envoyé, il a achevé ce manuscrit dans son camp de prisonnier à Monte Cassino. Il avait eu une guerre extrêmement courageuse. Il était alors, au moment de la Première Guerre mondiale, citoyen autrichien, donc il avait servi du côté du bloc allemand-autrichien. Et il a envoyé son manuscrit à Frege en essayant de le faire éditer, mais après la guerre, l'Allemagne était extrêmement pauvre et c'est Russell qui a pu l'éditer dans une version anglaise, comme vous savez. Avec cette singularité qui a tellement surpris, une phrase développée, mais qui retient quelque chose, me semble-t-il, de l'effort frégéen pour sortir. Lui-même avait un système de numérotage que j'ai très rapidement signalé, pour sortir de la présentation en arbre ou la présentation linéaire, discursive, et en montrant que le choix du propositionnel conduisait donc à ce filtre matérialisé dans le calcul propositionnel et donnait un moyen extrêmement pauvre d'écriture philosophique et rabaisser tous les espoirs philosophiques. Donc vous voyez comment je suis la ligne du réalisme. Très rapidement, j'en viens donc 15 ans de silence, même plus, et à la première proposition tout à fait étonnante des investigations philosophiques. Une citation en latin, même pas traduite, et une citation d'Augustin. Là, je vous ai donné, et je vois bien que l'allemand est moins connu que l'anglais, donc je vous ai donné la citation en anglais, la remarque de Wittgenstein, et je vous donnerai ensuite la traduction latine. Je signale simplement, dans le vocabulaire d'Augustin, c'est tout à fait remarquable, me semble-t-il, edomito in eis signis ore. Edomito in eis signis ore. Alors, c'est parfois traduit, plus maintenant heureusement, mais c'est parfois traduit par conformant mon visage dans ses signes, ce qui n'est pas très compréhensible. En fait, Augustin est extrêmement cru, et domito ore in eis signis, me tordant la bouche, dans ses mots, dans ses expressions, me tordant la bouche. Et vous voyez, on est passé d'une réflexion sur la syntaxe réelle
employés dans des écritures arithmétiques ou de langue naturelle, juste là, hein, la manière dont nous articulons nos paroles, hein, nos mots. C'est-à-dire reprenant ce que Frege avait éliminé pour écrire la Begriffsschrift, les articulations naturelles. Ici, on va s'y intéresser jusqu'à leur incorporation, leur réalité corporelle. On entre presque dans une anthropologie ou une ethnographie de la discursivité. Voilà. Et maintenant, j'en viens au contenu de ce texte latin qui est cité. Et je vous en donne la traduction. Lorsque eux, c'est-à-dire mes parents, hein, nommaient quelques objets et simultanément se mouvaient ou faisaient un mouvement vers quelque chose, hein, je voyais cela et je comprenais que la chose était appelée par le son qu'ils prononçaient lorsque leur intention était de faire un geste vers lui. Leur intention était montrée, claire, de par leur mouvement corporel, comme si ces mouvements corporels étaient le langage naturel de tous les peuples. L'expression du visage, le jeu du regard, le mouvement des autres parties du corps et le ton de voix qui exprime notre état d'esprit en cherchant, ayant, repoussant, évitant quelque chose. Ainsi, en même temps que j'écoutais les mots de manière répétée tels que utilisés dans les endroits convenants dans diverses propositions, j'apprenais peu à peu à comprendre quels objets ils signifiaient et après j'avais entraîné ma bouche à se tordre pour former les mêmes signes. Alors, quand j'avais appris cela, je pouvais les utiliser pour exprimer mes propres désirs. Alors, dans la pensée d'Augustin, bien sûr, c'est ce langage naturel, mais c'est le langage de la concupiscence. Exprimer mon désir, attraper les choses. Hein? C'est ça. Et Wittgenstein reprend le langage, donc hérité de l'hellénisme, mais dans son anthropologie pratique, en quelque sorte. Hein? C'était un langage pointé aux objets, mais pour les attraper, et selon mes désirs. Hein? Alors, si Augustin, ensuite, dans les Confessions, force de prendre distance avec ce langage-là, de même que dans des magistraux, hein, c'est aussi ce que fait Wittgenstein dans les investigations philosophiques, en montrant que d'autres jeux de langage peuvent se développer. Hein, peuvent se développer. Et pour continuer dans mes relations avec Frege, et comment, alors que Frege essaie de saisir le langage de la pensée pure tel qu'il s'exprime dans l'arithmétique, donc donne une priorité à l'arithmétique comme langage de la raison pure, enfin, la pensée pure, Wittgenstein, mais avec vous voyez, avec une précision frégéenne extrapolée, prend exactement le genre inverse, revenir aux articulations naturelles et à toutes les intentions mentales qui peuvent l'habiter. Bon. Alors, je vais très rapidement au premier exemple de jeu de langage. Ça tarde trop, hein.
Oh, ben, non. Bon, très bien. Maintenant, je pense à cet usage du langage. J'envoie quelqu'un faire des courses et je lui donne un petit bout de papier sur lequel j'ai écrit 5 pommes rouges. Il prend le bout de papier et va chez l'épicier qui ouvre le tiroir marqué pommes. Ensuite, il regarde le mot rouge sur une table et trouve un exemple de couleur associée à ce mot. Et ensuite, il dit la série des nombres cardinaux. Je suppose qu'il les connaît par cœur, jusqu'au terme 5. Et pour chaque nombre, il prend une pomme de la même couleur que l'exemple du tiroir. Et c'est ainsi, de manière semblable, qu'on opère avec des mots. Mais comment est-ce qu'il sait où et quand il doit chercher le mot rouge? Et qu'est-ce qu'il va faire avec le mot 5? Bien, je suppose qu'il agit comme je l'ai décrit. Les explications arrivent toujours à un moment à la fin. Ça doit s'arrêter. Mais quelle est la signification du mot 5? C'est pas une question ici, simplement comme de savoir comment le mot 5 est utilisé. Alors, 2 remarques à l'égard de ce jeu de langage primitif. Vous voyez comment il écarte de nouveau Frege, alors que Frege, dans les fondements de l'arithmétique, s'était donné pour exemple de rechercher l'anthropologie des nombres cardinaux quand 2 possesseurs de troupeaux peuvent apparier leurs bêtes pour savoir s'ils ont le même nombre ou s'ils en ont plus. Et ici, Wittgenstein montre l'utilisation du mot 5 comme du mot rouge, c'est-à-dire comme d'une qualité. C'est-à-dire, dans le langage courant, on ne se tracasse pas de savoir si c'est un nombre ordinal ou un nombre cardinal, ou de savoir ce qui est un nombre, mais on dit 5 pommes, comme on dit des pommes rouges. Des pommes rouges. Ce qui m'intéresse, c'est la substitution, c'est savoir comment le mot est utilisé. Don't ask for the meaning, ask for the use. Alors, par les 2 exemples très rapides que je vous ai donnés déjà dans le Tractatus et ici avec amplification, vous voyez comment le pragmatisme de trouver les raisons immanentes à un comportement et pas définir une rationalité s'amplifie. C'est ça, the realistic mind. Et c'est le point sur lequel je voulais insister. Je sais qu'il faut que je m'arrête, même si j'avais pas mal de choses d'autres à dire. Je trouve que l'on a ici, dans ce qui s'est passé, dans une grande admiration réciproque entre Frege et Wittgenstein, dans leur effort pour sortir de la critique de la raison pure, du transcendantal, dans les Vernichte Bemerkungen, beaucoup de remarques de Wittgenstein en ce sens, arriver à... alors d'un côté, fonder, parce que Frege n'a jamais renoncé à ce qu'il avait dit de Dedekind et de Cantor, et de Cantor. Donc arriver à la mathématique actuelle dans cette procédure, ces graphismes, la manière dont elle écrit ses preuves,
où elle essaie de les écrire dans son détail. Avant de Gödel et perpétué comme on sait après Gödel, et d'autre part le travail de Wittgenstein sur qu'est-ce que nous faisons quand nous parlons, comment est-ce que socialement se développent nos jeux de langage, et nous en sommes à un ici, il y en a 476 qui sont développés dans les investigations philosophiques. Je trouve qu'on est face à cette concrétude intelligente, extrêmement fine, associée à des pratiques effectives de langage ou d'écriture mathématique, des questions qui sont les nôtres absolument aujourd'hui. Bon. Alors, si j'en restais là, ça serait quand même encore trop vague. Je voudrais quand même ébaucher quelques éléments de conclusion. D'abord, même revenir à Kant. Kant, donc, qui a produit cette logique transcendantale et qui, véritablement, essayait d'éteindre toute différence entre les concepts catégoriaux, quantité, qualité, etc., donc une vieille tournure analytique aristotélicienne, et les fonctions, les principales fonctions de la mécanique quantique. Là, je crois que ça a été démontré par Villemin, physique et de métaphysique kantienne, qui est sans doute, je me permets de le dire, son meilleur livre, un livre qui tient. Et dans l'opus posthumum, un texte que personne ne cite comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Une hybridation, c'est-à-dire une tentative pour produire quelque chose comme un langage mixte qui soit à la fois conceptuel d'un côté et mathématique de l'autre. Or, dans la critique du jugement téléologique, où Kant est parfaitement fixiste en biologie, l'hybridation, l'introduction de monstruosité non viable. Quelque chose comme des mulets. Donc il y a un remords. De même, j'ai dit, Russell en denoting reconnaît que les indexicaux, les articles définis, les pronoms personnels, les verbes, échappent à leur transcription dans une logique quantificationnelle du premier ordre. Bon. De même, Frege sur la valeur anthropologique du nombre, alors qu'il s'était efforcé de démontrer que le nombre était une pratique anthropologiquement avérée, le nombre cardinal, on ne sait pas compter, mais on sait dire qu'il y en a autant là et là que là, avec les doigts de la main. Et donc, avoir lié ça à l'arithmétique modulo, puis la biunivocité des ensembles, voici ce qu'il dit dans ses dernières remarques. Le fait de compter, qui est apparu psychologiquement, des demandes de la vie de commerce, a vraiment conduit les savants hors du bon chemin. Mea culpa. Mea culpa. Alors, bon. Donc c'est toujours intéressant de voir que les premiers critiques sont les auteurs, les premiers à la voir, à la comprendre profondément.
Plutôt, je m'intéresserai à cet éclatement de langage qu'a conduit, d'une part, Frege en conduisant réellement par le cœur solide de la quantification qui est dans la Begriffsschrift, sur la voie de la logique mathématique, et d'autre part les travaux de Wittgenstein qui ont fait comprendre ce qu'était la richesse des langages humains et leurs possibilités, et comment ça ne cesse de bifurquer, de se développer et d'être une pratique sociale, et d'être une pratique sociale commandée, où l'usage précède la réflexion qu'on en peut prendre, a conduit à un éclatement des langages, et c'est un point dont je crois avoir montré même le point de départ dès le XVIIe siècle dans une récente communication à la Société de philosophie, où j'ai tenté d'esquisser les conséquences du galéisme philosophique. Donc cet effort de ne pas perdre le langage des choses, et de pouvoir tendre sa bouche pour parler monde, mathématiquement. Donc, et comment le voir? Comme une crise des sciences à la manière de Husserl? Surtout pas. Je reviens à ma première inspiration, c'est-à-dire quand j'avais lu Le doigt sur la ligne, absolument fasciné, les textes de Cavaillès, ou dans une dernière communication avant la guerre, en 1939, Cavaillès avait fait une communication à la Société de philosophie, et dans lequel il avait dit devant un public qui n'en revenait pas que cette dispersion des langages était un enrichissement. Il ne parlait pas de dispersion des langages, il parlait des mathématiques. Et en plus, sa critique sanglante de Husserl dans Logique et théorie de la science. Bon. Donc, pour moi, cette dispersion des langages est également un enrichissement, nous devons savoir manier. Alors, que s'en soit détaché la partie algorithmique avec Turing et la possibilité de monter sur machine, une machine abstraite bien sûr, et puis ses clones en quelque sorte réels, et puis toute la théorie de l'information qui se développe actuellement avec ses usages ceux que nous pratiquons et ceux qui nous stupéfient, peuvent même nous inquiéter grandement. Je n'entre pas dans ces détails, je ne serais pas capable de les maîtriser. Il y a 100 bons livres là-dessus. C'est une conséquence secondaire. Le point est que, après, la logique doit prendre soin d'elle-même, qui était l'avertissement de Wittgenstein. Je dirais maintenant, c'est à nous, notre responsabilité de gérer le langage. Et pour conclure, je voudrais signaler le travail de Gilles Dewey, avec qui j'ai l'honneur de travailler, j'en suis assez content. Gilles Dewey, son titre, ça c'est son dernier livre, 2019. Non, pas avant-dernier livre. Ce dont on ne peut pas parler, il faut l'écrire, qui est bien sûr une reprise de la dernière formule du Tractatus. Ce dont on ne va pas parler, il faut l'écrire. C'est-à-dire, il y a une multiplicité de langages graphiques, dont les langages machines, les langages implémentables sur les machines, qui eux-mêmes sont divers, parce
que ça peut être des descriptions des contenus, ou bien des commandes à la machine, ceci, substituer, etc. En quelque sorte, m'apparaît comme l'exemple d'une prise en main de ce problème de gestion de notre rapport à toute une part de l'usage, c'est un langage informatisé. Que pourrais-je vous dire d'autre? Rien, c'est fini. Oui. Si vous voulez, pour conclure, ce que j'avais signalé comme l'huile et l'eau qui ne pourraient jamais se mélanger, qui seraient différents, maintenant j'essaie de le penser comme partage des eaux. C'est-à-dire le moment où on a vraiment quitté l'hellénisme, ou qu'on est en train de le quitter, où d'un côté se développent, mais aussi bien en littérature que dans l'anthropologie commune, de nos différents jeux de langage, et d'autre part, le développement des langages mathématiques et du calcul binaire, parce que c'est quand même là-dessus que repose la production des algorithmes. Voilà. Bon, on va commencer par t'applaudir. Merci. Et puis, je vais dire aux gens qui sont en Zoom qu'ils peuvent intervenir, bien sûr, il suffit qu'ils mettent leur micro, et puis éventuellement on répétera ce qu'ils ont dit si c'est peu compréhensible. Et d'autre part, aux gens qui sont dans la salle, qu'eux, ils peuvent intervenir directement. Alors, est-ce que vous avez... on a, je sais pas, on a un petit 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Ah, ben, voilà. Ce qui reste un peu mystérieux pour moi, chez Frege, qu'est-ce qu'il entendait par pensée? Parce que c'est vraiment au cœur, si j'ai bien compris, de sa construction. Parce que justement, lui-même ne le savait pas, il cherchait la pensée pure. Oui. Vous pouvez nous en dire quelque chose, parce que non, mais c'était déjà une parodie, une reprise du terme de Kant, raison pure, et renvoyait à une effectivité humaine. Et comme il le dit, ces lois de la pensée, je ne peux pas les énoncer, je ne peux que les écrire comme surgissant de mon écriture d'épreuve. Donc c'est un travail d'extraction et d'explicitation. Il en a fait sortir les règles de la quantification. J'ai oublié dans la suite que de comète de Frege, Chevalet, l'algébriste Chevalet, disait que la quantification est la grammaire de Magellan. Ce qu'il a produit, Formelsprache dem arithmetischen Nachgebildete, c'est comment écrire les algébriques. Alexis. Oui, merci pour cet exposé. J'étais un petit peu perturbé par ce que vous disiez au début en affirmant qu'il n'était pas logicien, il était mathématicien. Oui. Et je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que si on, sans vouloir définir d'une quelconque façon ce que sont les mathématiques et la logique, si on regarde le paysage mathématique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les mathématiques, c'est l'émergence de la topologie algébrique avec Poincaré et Betti, c'est le développement de l'analyse complexe avec Cauchy, Riemann, Tagle-Fleur, c'est la théorie des fonctions elliptiques, c'est bien évidemment le début de l'algèbre pure, la théorie des corps, la théorie des anneaux, des groupes, la découverte des quaternions par Hamilton, les autographes, etc. Frege est très éloigné de tout ça. Oui, c'était un géomètre. Il a été recruté à Iéna. En géométrie complexe, il a fait des cours de géométrie complexe. Il a fait de la géométrie complexe. Il y a des cours. Mais dans son travail, c'est quand même un travail. Pourquoi ça serait... Est-ce que c'est d'un point de vue institutionnel que vous voulez dire ça? Il était mathématicien et pas logicien. Il refusait, quand il a tous les écrits qui accompagnent la Begriffsschrift, sa correspondance, et dit non, c'est pas une logique,
une écriture. Alors, il espérait mettre au jour la manière dont des fonctions s'écrivent. On lui doit d'avoir transformé l'écriture des fonctions. Il ne faut pas écrire y égale ax, hein, mais dire que la fonction c'est y, hein, mais que la fonction c'est le rapport entre y et x. Bon, donc, et il s'est occupé d'un tout petit secteur de mathématiques, mais il était mathématicien. Et pourquoi vous dites que la théorie de la quantification c'est une imposture? Pardon? Vous avez affirmé également au début que la théorie de la quantification c'était une imposture. Non, il y a une théorie de... Non, j'ai mal compris. Non, alors j'ai mal compris. Oui, alors là, j'étais étonné, c'est pour ça que je me demande. Je pense que c'est un petit joyau. Enfin, non, j'avais dit quelque chose, c'est une imposture, mais oui, c'était pas la quantification. C'est-à-dire les exercices auxquels on devrait s'exercer pour entrer dans ce qu'on appelait la logique contemporaine, c'est passer son temps à traduire un syllogisme aristotélicien en quantification du premier ordre, je crois que c'est trompeur. Ah oui, d'accord, c'est ça. Non, et là. C'est ce que Carnot a fait avec Heidegger, je crois. Il y a un texte. Oui, mais ça, c'est leur affaire. Hein, je ne vous ai pas fait une présentation Ouais. Non, vas-y. Moi, j'aurais des dizaines de remarques, mais plutôt que de faire ces dizaines de remarques, plutôt sur les mathématiques, etc., j'aurais une question un peu qui est plutôt dans la... Est-ce que tu dirais, connaissant aussi d'autres livres que tu as écrits, par exemple le passage du Nord-Ouest, est-ce que tu dirais qu'il y a au moins... je vois deux occurrences dans le XXe siècle où on s'est posé des questions sur la logique qui seraient la psychanalyse et l'ethnographie. Est-ce que tu dirais ça? C'est-à-dire qu'est-ce que d'une part, évidemment, alors je dis que j'en profite pour faire de la publicité, puisque Nathalie Charot nous a promis un exposé sur les logique et psychanalyse. Et puis d'autre part, alors est-ce que d'autres héros, c'est-à-dire Lévi-Strauss, Boas, Warburg, etc., se poseraient ce même genre de questions, avec des réponses complètement différentes, et d'ailleurs dans un domaine complètement différent? Mais est-ce que ça pourrait se... C'est-à-dire que dans les trois cas que tu cites, il y a bien en effet une interrogation sur le fait d'un savoir qu'il manipule et comment il s'exprime, comment il... C'est ça, parce que si on lit ton livre où il y a Nifregen et Wittgenstein, on a l'impression quand même qu'il y a un écho. C'est-à-dire que... Oui, mais merci de reconnaître ça. Et je suis en train d'écrire sur des scolaires en ce moment, hein, c'est-à-dire toujours passer au lieu de c'est vrai ou c'est faux, hein, mais comment c'est fabriqué, hein, oui. Comment on en vient là, hein, alors dans le cas de Lévi-Strauss, j'ai tenu à marquer que dans les structures élémentaires de la parenté, sur un cas de ces structures, il a demandé à Éric Weil je pensais bien, à André Weil de lui donner une modélisation mathématique du type d'échange. Donc, mathématicien en quelque sorte externe, et ça je l'ai bien dit au début du passage du Nord-Ouest, pour moi c'est comment pénétrer dans la pensée de la pratique, comment ces gens pensaient eux-mêmes leur structure de la parenté. Hein. Et alors par un régime mythologique, un régime d'échange, etc., mais qui est une structure qualitative. Or, le modèle, pour nous, le plus clair de ce qu'est une structure qualitative, c'est les couleurs, que Wittgenstein a bien représenté
dans les remarques sur les couleurs, a en fait, bon, supposé en figure plane le carré des 4 couleurs fondamentales. Hein, rouge, non, ça va. etc. Eh bien, et si vous faites traverser ce plan par un axe du noir, mettons noir en bas, et blanc, alors vous avez une... C'est pas une double pyramide, mais c'est un nombre tétraèdre de toutes les couleurs possibles. De toutes les couleurs possibles. Et n'importe quel point sera plus ou moins sombre ou clair, plus ou moins rouge, plus ou moins vert, plus ou moins... C'est un peu comme l'HTML. Pardon, comme là. La langue HTML qu'on utilise pour le web. Ah oui. Ils font ça, ils codent les couleurs avec Oui, aussi. mais oui, en effet, c'est maintenant universel. Une logique des couleurs est une logique totale et finie. Totale et finie. Et ce que montre le travail des mythologiques de Lévi-Strauss, hein, c'est comment, avec un système logique mieux représenté par une logique des couleurs que par n'importe quel autre, hein, et qu'il a exploré successivement, le miel et le tabac, le cru et le cuit, etc., on peut arriver à mythologiser toute une vie sociale, l'organiser, donc, lui donner des mots, lui donner des rites, lui donner des manières de se décorer, de s'habiller, de construire son village, etc. Oui, oui, merci, hein, c'est bien le même esprit qui me guide dans les deux. En caricaturant, on peut dire que Lacan est le Frege de l'abstinence. Bon, je ne connais pas assez. Non, parce que eux, ils sont plongés dedans. Je ne connais pas assez. Non, mais enfin, il se trouve qu'il y a beaucoup de psychanalystes dans la salle. Alors, je ne peux pas y aller ça. J'ai de très bons et même de Lacan. Avec les psychanalystes, j'aurai l'occasion de je veux dire, dans c'est quand un même... séminaire en avril, et j'ai parlé à la Maison Sugère dans une journée, mais cette fois-ci de la psychanalyse et l'image, et des rapports de Freud et de Yvette Guilbert. Alors, Jean-Jacques, puis après on va Oui, parler Oui. merci. Donc, Il y a quelqu'un qui posait une question aussi. Ah, il y a quelqu'un qui pose une question. Je ne Oui. sais pas alors comment on va. Mais enfin, Jean-Jacques d'abord. Jean-Jacques. Non, donc je voulais te remercier d'avoir rappelé des choses très importantes, c'est-à-dire la difficulté à laquelle doit faire face Frege, Oui. et cette question de sortie du kantisme, qui finalement qui est transmise à Wittgenstein. Et alors, je me demandais quand même si malgré cette parenté, cette admiration que Wittgenstein a pour Frege, il n'y a pas quand même une opposition beaucoup plus radicale, qui est, à partir du moment où on pratique les jeux de langage, et la technique des jeux de langage, qui vise aussi à dénoncer le langage philosophique comme étant... Merci, mais je crois que vous ne faites que souligner ce que j'ai voulu dire, comment ils ont travaillé sur la même question et qu'on comprend mieux maintenant, enfin, cette distance que je prends en insistant sur le réalisme frégéen situé. C'est pour ça, quand on m'a parlé du platonisme frégéen, j'ai répondu c'est un platonisme d'opérette. Mais j'ai reçu beaucoup de paquets d'ordures sur la tête, ça, je le sais. Mais que voulez-vous, les faits sont là, mais j'y peux rien. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la même chose. Et Frege à l'intérieur des mathématiques et Wittgenstein et le reste, enfin, et le reste. Wittgenstein plus philosophe, quoi. Merci.
C'est tout à fait ça. Alors, je crois qu'on a une question d'Alexandra Mirkov, je crois, parce que je ne suis pas très... Bon, allez-y, si vous pouvez nous parler à la... Et puis je... Oui, non, merci pour... Question, si l'inconscient est structuré comme un langage, quel est ce langage? Voilà. Non, je vous remercie pour votre question. Je la renvoie à plus compétent que moi. C'était quoi comme question? On n'a rien entendu. Simplement, si cette dame demande, puisque l'inconscient est structuré comme un langage, alors quel serait ce langage? Alors, oui, j'ai le plus compétent que moi. Je ne peux pas. D'abord, à la fois, je n'en aurai ni le temps, ni la compétence. Mais Lacan a répondu le langage de tous les jours. Il a répondu à la question. Eh bien, une autre personne, Madame Charot, vous renseignera. Oui, on va avoir donc il va y avoir Nathalie Charot va donc faire, elle va faire un exposé sur qui s'appelle logique. Bon, elle ne va pas répondre à la question, mais elle s'appelle son exposé s'appelle comment, logique et psychanalyse en fait. C'est ça. Qu'est-ce que je t'avais quelque chose comme ça, oui. Donc voilà, donc on pourrait en reparler à cette occasion. Non, l'œuvre de Lacan est trop importante pour répondre un peu rapidement. Mais merci de poser la question et de la mettre dans le débat. En tout cas, déjà, par le peu de choses que j'ai dites peut-être dans ce sens, prendre conscience de notre langage et à la fois de ses faces explicites et de ses faces implicites, c'est un travail auquel ni Frege ni Wittgenstein n'ont suffi. Bien, ben je crois qu'on va, à cette fois, on va vraiment s'arrêter. Et on va en tourner. On réapplaudit quand même. Merci.